Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au programme aujourd'hui, une fracture, celle de la jeunesse 2022 avec les autres générations, celle qui a grandi avec Internet et les réseaux sociaux, celle qui a vécu de plein fouet la crise du Covid-19, rêve d'autre chose. C'est ce que nous apprend cette enquête de 278 pages, La fracture, coécrite par Frédéric Dabi et Stuart Shaw, à la fois désenchantée et résiliente. Les attentes des 18-30 ans, notamment vis-à-vis du marché du travail, tranchent complètement avec celles de ses aînés. Nous allons essayer de comprendre donc ces nouvelles aspirations. Stuart Shaw, consultant chez Via Voice et co-auteur donc de La fracture, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Éducation. Ma première question, qu'est-ce qui vous a poussé en fait finalement à écrire ce livre ? Vous avez donné quelques raisons. La première, c'est que cette jeunesse, elle est insaisissable. Parce que, voilà, on lui accole un certain nombre d'étiquettes, notamment depuis la crise sanitaire, génération sacrifiée, génération désenchantée, par rapport à ses engagements aussi, génération Greta. Et finalement, je me suis rendu compte, faisant partie encore pour une année de cette jeunesse 18-30, que ces étiquettes-là ne parvenaient pas à définir, à mon sens, de manière complète, nuancée, ce qu'est la jeunesse. Et la deuxième raison, vous l'avez en partie dit, c'est qu'elle a une singularité, cette jeunesse, c'est qu'à mon sens, elle diffuse énormément de ses valeurs, de ses idées, de ses bouleversements. Et je pense qu'elle influence d'une certaine manière énormément son monde. Et je pense que c'est aussi le résultat de cette enquête. Elle influence la société et elle dit aussi quelque chose de la société finalement en mettant en lumière la jeunesse. On comprend mieux aussi la société dans son ensemble. C'est ça que vous essayez de nous dire ? Oui, parce que je pense que s'adresser à la jeunesse, c'est s'adresser à plus qu'elle finalement. C'est s'adresser à la fois à ses parents, s'adresser à ses grands-parents, s'adresser à ses enseignants. Donc c'est s'adresser finalement à un écosystème qui est en partie finalement toujours en relation avec cette jeunesse-là. Et vous avez raison. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, à mon sens, et très modestement, c'est la capacité aujourd'hui qu'elle a à se repenser vis-à-vis à la fois des générations jeunes passées, puisque c'est une enquête qui a été menée depuis 1957 tous les 10 ans, donc on a une perspective historique, et puis comment elle se sent aussi singulière par rapport aux générations actuelles. Vous savez, en 1957, je crois que 19% des 18-30 considérés appartenir à une génération à part. En 2021, ils sont plus de 80%. Donc cette singularité-là, je pense qu'effectivement, comme vous le disiez Eva, elle dit quelque chose de notre société. Singularité difficile à qualifier. Donc, Stuart Shaw, entre les catastrophes écologiques, la crise économique, les inégalités sociales, est-ce que ce qui peut-être pourrait en tout cas caractériser cette jeunesse, c'est qu'elle porte une responsabilité plus forte sur ses épaules que les précédentes? Est-ce que ça, vous le ressentez ou non vous pouvez me dire non. Non, mais alors, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on présente cette jeunesse-là, qui est à mon sens une jeunesse qui est née dans une, vous avez raison de le rappeler, dans une sémantique de la crise. Crise écologique, crise sanitaire maintenant, crise économique, crise sociale. À la pluralité des crises s'ajoute finalement l'urgence d'y répondre. Et c'est peut-être l'un des éléments de la singularité de la jeunesse, c'est que ces crises, elles ne sont pas nouvelles. Et un certain nombre de non-jeunes aujourd'hui, ou moins jeunes, nous le disent. On a eu des crises dans les années 80, 90, etc. et bien avant, évidemment. Mais je pense que ce qui change, c'est peut-être l'urgence d'y répondre. Vous savez, les jeunes, ils disent quelque chose qui me semble assez symptomatique de cette société actuelle, c'est l'accélération du temps. On a toujours l'impression que cette jeunesse, elle l'épouse, elle amplifie, elle embrasse cette société de l'instantané, de la rapidité. Et finalement, on se rend compte dans l'enquête qu'elle l'a subi. Et les crises, c'est d'une certaine façon aussi de subir l'urgence de répondre aux crises, parce que tout le monde le sait, pour répondre à la crise environnementale, on n'a pas beaucoup de temps finalement. On a encore quelques années, et ça, les jeunes en sont complètement conscients. Donc elle a compris qu'il fallait y répondre vite. Donc elle reste finalement assez optimiste, Stuart Shaw, quand même, sur son avenir, ses perspectives d'avenir ou pas? Alors c'est intéressant, effectivement, ce paradoxe entre le fait se disant je vais faire quelque chose, voilà, je vais agir, j'ai quelque chose à faire finalement absolument. Dans ce monde. On pourrait penser que cette montagne, elle est un peu insurmontable. Et pour autant, on a une jeunesse qui reste
plutôt optimiste, comme je vous disais, sur l'avenir. C'est une fracture par rapport aux aînés, puisqu'on a en taux d'optimisme sur l'avenir des différences de 30 à 40 points, donc c'est quand même assez probant. Sachant que ça ne veut pas dire que la jeunesse n'a pas de crainte, n'a pas d'incertitude, n'a pas de colère, de revendication. Mais c'est de dire que finalement, elle a encore quelque chose à jouer, quelque chose à faire. Et je pense que ça, c'est absolument nécessaire. On le voit notamment dans le monde du travail. Elle est persuadée que dans les temps qui viennent, les choses iront mieux et qu'elle a des choses encore à faire. Et ça, je pense que c'est un élément déterminant dans la façon dont ils vont aussi structurer leur opinion dans l'entreprise, dans leurs études, dans leur comportement civique aussi. Et ça, c'est important. Oui. On va y rentrer, évidemment. On va en discuter de ces ambitions de la jeunesse, notamment sur le marché du travail. Juste pour revenir donc, sur la méthodologie de ce livre, pourquoi, selon vous, donc, il était important de mettre en perspective cette génération-là avec celle, la jeunesse, par exemple, je ne sais pas, de 1970, par exemple. Pourquoi c'était intéressant de faire ça, selon vous ? Mais je pense que les jeunesses s'enchaînent, entre guillemets, mais ce ne se ressemblent pas. Et je pense que ça, c'est déjà un fait important à souligner. Alors, certains pourraient dire que c'est évident, mais je pense qu'il est intéressant de voir sur quels éléments ces jeunesses se ressemblent et sur quels éléments, finalement, elles ne se ressemblent pas. Et alors, ce qu'on a essayé de faire... Dites-nous, justement, où est la fracture, alors dans la fracture, avec les jeunesses ? La fracture, la première, on vient de le dire, c'est sur la perception de l'avenir. Je pense que ça, c'est extrêmement important. La deuxième fracture, c'est, je dirais, les nouveaux acteurs aujourd'hui qui sont propulsés comme les acteurs de l'intérêt général. C'est-à-dire que les jeunes sont aujourd'hui, dans leurs valeurs, par exemple, beaucoup plus pro-entreprise que la majorité de la population. Elle est aussi beaucoup plus pro-entreprise que les générations passées. Elle sait que c'est évident que l'entreprise a quelque chose à apporter à la société, qu'elle a un impact positif à apporter. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et je dirais le troisième élément, pour le coup, c'est peut-être non pas une différence, mais un rapprochement, puisque sur un certain nombre de sujets, on se rend compte que finalement, le mythe, je dirais, de la guerre intergénérationnelle doit être nuancé. Il y a un certain nombre de sujets qui rassemblent aujourd'hui beaucoup de jeunes et de moins jeunes. L'entreprise en fait à peu près partie. Le monde du travail en fait partie, mais aussi la famille. Par exemple, on parlait de la crise sanitaire, mais c'est vrai que la famille aujourd'hui est devenue, autant pour les plus âgés que pour les plus jeunes, je dirais, le mot, on a appelé ça le mot préféré, mais en tout cas, l'aspiration la plus forte dans les deux catégories de la population. Et donc, on a un certain nombre de convergences qui s'observent entre les générations, et ça, c'est intéressant aussi de le souligner. Vous parlez de la famille, c'est vrai que cette question des valeurs est également centrale aussi dans ce livre. Une question peut-être, Stuart Shaw, cette génération, est-ce qu'elle est plus conservatrice peut-être que les précédentes ? Vous parlez de ce lien avec la famille. Elle est conservatrice, cette génération ? C'est difficile à dire parce qu'effectivement, il y a une dualité dans cette génération qui est intéressante à observer. C'est-à-dire qu'elle loue à la fois des valeurs, comme vous le dites, un peu conservatrices, très traditionnelles, et plutôt des valeurs extrêmement libérales. Je vous donne un exemple, il y a la famille, mais il y a aussi le travail, il y a aussi l'effort, il y a aussi le mérite, et en même temps, il y a le partage, la solidarité. Donc vous voyez, il y a tout je dirais, un environnement, une sémantique qui parle à cette jeunesse-là, et il y a une dualité entre, je dirais, le registre plus individuel, libéral, et plus traditionnel et conservateur, qui vont former un modèle un peu hybride dans les valeurs. Donc cette jeunesse, elle est ni plus conservatrice, ni moins conservatrice. Elle est les deux à la fois. Elle épouse très clairement cette fusion, je dirais, des valeurs. Pour parler donc des attentes et de ce lien entre cette génération et le monde du travail, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la jeunesse, elle rejette un peu quelque part les entreprises traditionnelles, elle bouscule les codes de l'entreprise, cette génération, plus qu'aucune autre avant ? Je pense qu'il y a un élément, moi en tout cas, qui m'a frappé, sur lequel je travaille un petit peu et que j'essaie très modestement de réfléchir, c'est la question du passage de ce qu'on a appelé la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle à la réconciliation de la vie personnelle avec la vie professionnelle. Ça, je pense que c'est un mouvement assez porteur dans la jeunesse qui est décisif pour elle et qui va propulser de nouvelles exigences en entreprise. Ça veut dire quoi de passer de l'un à l'autre ? C'est-à-dire que la conciliation vie pro-vie perso a construit des espaces-temps et des espaces-lieux complètement hermétiques. Il y a la vie professionnelle et la vie, personnelle. Là, on fracture ces frontières-là. La crise de la Covid a amplifié, je dirais, le mix de ces expériences des temps de vie. Et je pense que la jeunesse se retrouve dedans. C'est-à-dire, je ne veux pas faire l'un puis l'autre, c'est je veux faire l'un
avec l'autre. Donc on a une porosité extrêmement forte chez les jeunes entre la vie pro et la vie perso. Et ça, je pense que c'est une dynamique assez intéressante qui va bouleverser à la fois les modes de management, les organisations du travail, mais aussi les exigences envers l'entreprise, puisque si on considère que la vie professionnelle et le prolongement, entre guillemets, de cette vie personnelle, il y a de nouvelles exigences qui s'expriment. Est-ce qu'on peut dire, Stuart Cho, que cette génération sera une génération d'entrepreneurs? Parce que là, on parle du salariat, peut-être, en tout cas de la relation avec l'entreprise. Est-ce que, du coup, tous ces nouveaux codes-là, ça va aussi l'amener peut-être à créer son entreprise? Alors ça, c'est une question très intéressante. Je n'ai pas de réponse très précise à vous donner, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ne sont pas forcément très clivés. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a des signaux faibles. Le salariat, entre guillemets, reste quand même le mode de travail privilégié. Les jeunes sont, encore une fois, je vous le dis, très pro-entreprise. Pour autant, c'est vrai qu'on a un modèle hybride qui commence à se dessiner, c'est-à-dire à la fois travailler dans une entreprise avec un CDI qui reste le Graal pour cette jeunesse, il faut le rappeler, et à la fois faire soi-même une activité à son compte, par exemple, pour compléter les choses, pour donner peut-être plus de sens aussi à cette activité professionnelle. Donc je pense qu'on se dirige plus vers un modèle un peu plus hybride, où on a effectivement cette stabilité de l'entreprise qu'elle peut nous offrir, dont on n'ignore absolument pas, surtout dans les incertitudes d'aujourd'hui, mais à la fois aussi ce besoin, je pense, de ce que moi j'appelle de plus de créativité dans le travail. Je pense que ça, c'est quelque chose qui porte dans la jeunesse, c'est faire aussi être créatif, en tout cas, dans ce que l'on fait au quotidien dans son travail. Stuart Cho, on va faire un peu de politique avant de se quitter. Comment regardez-vous les propositions pour la jeunesse des candidats à la présidentielle? Est-ce qu'ils sont à la hauteur? Est-ce qu'ils en parlent un peu, beaucoup, pas assez? Voilà, je sais que vous l'avez mis en exergue aussi, cet ouvrage, ce livre, avec l'élection qui approche. Voilà, comment les politiques aujourd'hui regardent cette jeunesse et en parlent? Alors déjà, vous savez, les jeunes sont dans une sorte d'exil électoral, donc c'est très compliqué pour les politiques de s'adresser à la jeunesse et qu'il y ait un retour investissement, pour parler comme des entrepreneurs, puisque l'investissement qu'ils dégagent souvent n'est pas signe finalement de vote de la part des jeunes. Pour autant, je pense que les politiques aujourd'hui sont conscients, encore une fois, que la jeunesse constitue un enjeu prioritaire, à la fois parce que c'est les citoyens de demain, ce sont les travailleurs de demain, mais aussi et avant tout parce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire qu'ils engagent des mutations et des transformations assez profondes de la société. Je ne pourrais pas dire si les jeunes pensent que les hommes politiques et l'opposition sont à la hauteur. Aujourd'hui, les études d'opinion, elles sont très claires. Les jeunes ne s'intéressent non pas plus à la politique, mais ne s'intéresse plus aux hommes politiques et à ceux qui proposent. Donc il y a un problème d'incarnation et d'offre politique qui est absolument frappant. Donc si on regarde cet élément-là, on pourrait se dire que finalement, ça ne marche pas vraiment. Mais moi, je pense qu'il y a une question plus globale, c'est comment aujourd'hui on s'adresse à la jeunesse. Et je pense que c'est ça qui est important, comment on s'adresse à elle, dans quel cadre, par quels canaux et par quel vocabulaire. Merci beaucoup Stuart Cho de nous avoir accompagnés, de nous avoir un peu raconté cette jeunesse. Consultant, je le rappelle, également chez Viavios et donc co-auteur de La Fracture. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à très vite.